Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et nous allons commencer l'édition d'aujourd'hui, du lundi 22 février 2021, avec Abdelhamid Dbeiba, le Premier ministre libyen nommé il y a 2 semaines, qui a choisi le Caire jeudi dernier pour y effectuer son premier déplacement officiel à l'étranger. La rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi était très importante, a tweeté le Premier ministre libyen, qui cherche à rétablir avec le Caire des relations stratégiques et un partenariat global. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu jeudi au Caire le Premier ministre libyen intérimaire Abdelhamid Dbeiba et réaffirmé son soutien à ce pays dans sa quête de stabilité selon la présidence. Il s'agit de la première visite officielle à l'étranger de M. Dbeiba depuis sa désignation début février dans le cadre d'un processus parrainé par l'ONU. Le président el-Sisi a réaffirmé le soutien de l'Égypte au peuple libyen dans sa mise au point des mécanismes de gestion du pays et sa quête de stabilité, a indiqué dans un communiqué le porte-parole de la présidence égyptienne. Il a souligné à cet effet que le Caire est pleinement disposé à mettre son expertise et son expérience au service de ses frères libyens. Plus tôt ce mois-ci, l'Égypte avait fait part de son intention de collaborer avec les nouvelles autorités à Tripoli. Elle préparerait même la réouverture de son ambassade à Tripoli, selon la presse libyenne. En janvier, la ville côtière égyptienne de Hurghada a accueilli des pourparlers interlibyens visant à préparer un référendum sur la loi fondamentale libyenne. Une nouvelle réunion doit s'y tenir ce mois-ci. Fin décembre, une délégation égyptienne de haut niveau a rencontré des responsables du GNA dans la capitale libyenne, une première depuis 2014. Pourtant, les tensions avaient culminé en juillet 2020 lorsque le Parlement égyptien a approuvé une possible intervention armée en Libye si les forces du gouvernement de Tripoli, soutenues par la Turquie, continuaient leur avancée vers l'est du pays. Les deux camps ont conclu un cessez-le-feu en octobre et retrouvé le chemin du dialogue. M. Dbeiba a pour défi de former un gouvernement, préparer les élections nationales de décembre prochain et mettre fin à une décennie de violence et d'instabilité politique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé mercredi dernier à des consultations en visioconférence avec les membres du bureau de l'Union africaine mercredi pour identifier les besoins en vaccins Covid-19 sur le continent. La réunion à laquelle a participé le président français Emmanuel Macron a regroupé également ses homologues sénégalais Macky Sall, congolais Félix Tshisekedi et des Comores Azali Assoumani, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki et John Nkegakson, directeur pour l'Afrique des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé mercredi l'importance de garantir l'obtention par le continent africain d'un quota suffisant de vaccins à des prix préférentiels qui répondent aux besoins des peuples africains. Lors d'une réunion en visioconférence du bureau du sommet de l'Union africaine, le président el-Sisi a jugé nécessaire de poursuivre les concertations avec les entreprises mondiales qui produisent des vaccins pour les produire au niveau continental et pour renforcer les capacités des pays africains à cet égard, afin de faire face à toute urgence sanitaire via le transfert et l'implantation des technologies dans le secteur de la santé. La réunion à laquelle ont participé le président français Emmanuel Macron et autres chefs africains membres du bureau du sommet de l'Union africaine a porté sur les moyens de fournir les vaccins contre le Covid-19 et de soutenir les systèmes de soins sanitaires africains, comme l'a déclaré le porte-parole de la présidence égyptienne. La tenue de cette réunion confirme la volonté politique de renforcer les efforts africains communs pour faire face aux effets et aux répercussions du coronavirus, qui constitue un défi énorme et une menace sans précédent des systèmes sanitaires, a dit le président el-Sisi. Le président a jugé important de poursuivre la coordination avec la communauté internationale pour permettre aux pays africains d'obtenir les vaccins anti-Covid-19 de façon équitable et pour fournir le financement nécessaire et le soutien logistique face aux répercussions socio-économiques et sanitaires de la pandémie dans un cadre institutionnel global. De son côté, le président français Emmanuel Macron a échangé avec les membres du bureau de l'Union africaine mercredi pour identifier les besoins en vaccins Covid-19 sur le continent.
Macron a assuré que la France a déjà réservé 5% de ses doses de vaccins pour l'Afrique. Il s'agira soit de dons, soit de ventes à bas prix, a expliqué le président français, qui espère maintenant convaincre ses partenaires européens, mais aussi la Russie, la Chine et les États-Unis pour montrer un engagement plus important, y compris financé dans le dispositif COVAX d'allocation de vaccins aux pays pauvres. Le président français précise que la chancelière allemande Angela Merkel soutient pleinement son initiative. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Cheikh Mahmoud Qureshi, qui lui a remis un message du président pakistanais Arif Alvi, invitant le chef d'État à visiter le Pakistan. Le ministre pakistanais a affirmé que la stabilité de l'Égypte constitue un pilier pour la stabilité du Moyen-Orient et du monde islamique. Le président a affirmé la grande appréciation de l'Égypte pour le Pakistan en tant qu'un des plus grands pays islamiques et son attachement à renforcer sa coopération avec ce grand pays musulman, ainsi que son intérêt à l'échange des expériences entre les deux pays dans les différents domaines. Le ministre pakistanais a de son côté loué l'expérience égyptienne inspiratrice qui se reflète dans les exploits majeurs réalisés par l'Égypte au cours des dernières années dans les différents domaines grâce à une direction sage ayant une vision perspicace. Il a à cet effet jeté la lumière sur les efforts égyptiens de la lutte contre le terrorisme pour réaliser la sécurité et la stabilité, ainsi que ses efforts déployés pour réaliser le développement durable via la réforme économique qui a permis la mise en place de maints projets nationaux. Le responsable pakistanais a de même souligné l'admiration de son pays pour l'expérience égyptienne en matière de développement et qu'il aspire à en profiter. Le président el-Sisi a en outre affirmé l'intérêt à renforcer la coordination entre l'Égypte et le Pakistan vis-à-vis des différents dossiers d'intérêt commun et en tête la lutte contre le terrorisme et l'idéologie radicale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé toutes les parties participant à la réunion préparatoire des présidents des cours de justice et des cours constitutionnelles africaines à la discussion pour relever les défis dans le continent et œuvrer collectivement à la mise en place de règles constitutionnelles communes pour appuyer notre approche. Le président el-Sisi a également souligné dans son allocution d'ouverture de la réunion préparatoire que la situation actuelle impose une réflexion sur les mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus, précisant que la mutation numérique exige de faire face à ces changements avec une profonde réflexion et de mettre en place un cadre juridique pour traiter avec la cybersécurité et les réseaux sociaux. Lors de la réunion préparatoire en visioconférence de la 5e réunion de haut niveau au Caire, des présidents des cours constitutionnelles, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains, les participants ont mis en avant le rôle de la justice africaine dans l'éradication du terrorisme et ses répercussions sur les pratiques démocratiques et la sécurité des citoyens. La réunion virtuelle à laquelle ont pris part les présidents des conseils constitutionnels de 40 pays africains a porté sur nombre de questions essentielles, dont les principaux défis de l'Afrique et son système judiciaire depuis la propagation de la pandémie, outre l'avenir de la justice électronique et la transmission numérique. La 5e réunion de haut niveau au Caire des présidents des cours constitutionnelles, des cours suprêmes et cours constitutionnelles africaines est prévue en juin prochain au Caire. Le siège permanent du Forum arabe des renseignements a été inauguré le 1er février au Caire. Le choix de l'Égypte comme lieu d'accueil de ce forum reflète sa grande expérience dans ce domaine. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le renseignement a été inauguré le 1er février au Caire en présence des chefs de renseignements arabes et du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghit.
Les participants y ont tenu une conférence. Celle-ci a commencé par un discours du président Abdel Fattah al-Sisi qui a mis l'accent sur l'importance d'activer le forum en tant que mécanisme de renforcement de la coopération entre les pays arabes dans le domaine des renseignements, système intégral terrorisme basé sur l'échange des informations et des expériences. La transformation du forum en une organisation dont le siège est au Caire vise à développer l'action arabe commune au niveau sécuritaire. L'idée de sa création a été proposée par l'Égypte dans le cadre de la Ligue arabe. Selon des sources informées sur ce dossier au Caire, l'action arabe au niveau des renseignements a connu un élan considérable ces dernières années à la lumière des menaces qui sont confrontées les pays arabes au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Selon le général Mohamed Ibrahim, ex-premier secrétaire du service égyptien de renseignement et vice-président du Centre égyptien de la pensée et des études stratégiques, le forum a 3 principaux objectifs. Il s'agit d'abord de combler le fossé qui existe au niveau sécuritaire entre les appareils de renseignement, de lutter contre le terrorisme et de faire face à l'ingérence des puissances non arabes dans les affaires arabes internes. Selon le général, ces 3 dossiers sont prioritaires dans une région arabe frappée par les crises et les conflits, ce qui rend la création d'un système de sécurité arabe commun une priorité pour agir collectivement contre les menaces, sachant que les actions unilatérales ne peuvent aboutir au même résultat que ceux réalisés dans le cadre d'un mécanisme collectif. Le Parlement arabe a inauguré ce matin au Caire la 3e session du 3e acte législatif sous la présidence de M. Adel Ben Abdelrahman El-Assoumi. M. El-Assoumi a annoncé au cours de la séance le lancement de l'Observatoire des droits de l'homme, miniature d'un protocole entre le Parlement arabe et le Conseil de députés égyptiens. Lors de son intervention, M. El-Assoumi a souligné que la protection et la défense des droits de l'homme s'avérait une des principales missions du Parlement arabe. Il a par ailleurs exprimé sa grande appréciation pour le soutien de l'Égypte pour la cause palestinienne et son accueil pour le dialogue palestinien qui a abouti à la réconciliation entre les factions interpalestiniennes. Avec ses exportations du GNL, l'Égypte doit voir au-delà de son marché traditionnel la région MENA. Le pays des pharaons longue ainsi vers l'Europe, l'un des marchés les plus dynamiques du monde. Plus de détails avec Dalia Kora. Le 17 février, l'Égypte a annoncé qu'elle reprendra sous peu ses exportations de gaz naturel liquéfié depuis le terminal de Damiette et visera le marché européen. Traditionnellement, son offre est tournée vers le Moyen-Orient. Cela fait suite au règlement du différend datant de 8 ans sur l'approvisionnement qui opposait le gouvernement égyptien et Union Finosa Gaz, la co-entreprise à part égale entre Naturgy Energy et l'italien Eni. Il faut savoir que l'installation est détenue à 80% par cette co-entreprise et à 20% par les sociétés publiques égyptiennes, EGaz et ESGPC. Le méthanier Vivi Americas LNG qui transportera le produit devrait arriver au port de Damiette le 21 février, une première depuis l'arrêt des activités sur le site en novembre 2012. Initialement, les exportations étaient prévues pour redémarrer en juin prochain. Rappelons que l'Égypte possède 2 usines GNL, dont l'une à l'est d'Alexandrie à Itko et l'autre dans la ville portuaire de Damiette. Le terminal GNL de Damiette, qui a une capacité de production de 5 millions de tonnes par an, ainsi que les récentes découvertes dont le gisement géant Zor, représente un tremplin pour mener le pays vers son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de GNL de l'Europe, en plus d'assurer son autosuffisance en gaz. Suez, le géant français de l'environnement, vient de se voir confier l'exploitation et la maintenance de la station d'épuration de l'Jabal al-Asfar par les autorités égyptiennes. D'une durée de 4 ans, ce contrat de 40 millions d'euros sera exécuté en partenariat avec l'entreprise égyptienne Arab Contractors. Le commentaire de Dalia Khan.
Nouvelle pour Suez. Le groupe français spécialisé dans la gestion de l'eau et les déchets a été choisi par les autorités locales pour l'exploitation et la maintenance de la station de traitement des eaux usées de Gabal el-Asfar au Caire. La valeur de ce contrat d'une durée de 4 ans atteint 40 millions d'euros. La part de Suez dans cette enveloppe revient à 28 millions de dollars. Ces fonds financeront notamment l'exploitation et la maintenance de 2 lignes de traitement des eaux usées d'une capacité de 500 000 m3 par jour chacune. Dotée d'une capacité de 500 000 m3 lors de sa mise en service, les travaux de la station ont été réalisés grâce au financement de plusieurs partenaires, notamment la Banque africaine de développement et l'Agence japonaise de coopération internationale. Le projet a permis de porter la capacité de l'installation à 2,5 millions de mètres cubes par jour, ce qui est en fait l'une des plus grandes stations d'épuration du continent africain. Dans le cadre de ce nouveau contrat, Suez procédera à la réhabilitation du système de supervision et de production d'électricité de l'usine. Cette énergie est obtenue à partir de la valorisation des boues d'épuration dont est extrait du biogaz. La combustion de ce gaz très épuré permet de produire 56 000 MW d'électricité par an. Suez estime que les travaux d'optimisation de la centrale électrique permettront à la station d'épuration de passer de 55% à plus de 65% d'autosuffisance énergétique. Le groupe, qui emploie à ce jour plus de 200 000 personnes, estime que la centrale électrique construite au sein de la station d'épuration de Gabal el-Asfar évitera l'émission de 28 000 tonnes d'équivalent carbone par an, tout en permettant à la station de traiter les effluents de 5 millions de personnes dans la ville du Caire. Le soleil a été perpendiculaire aujourd'hui, lundi 22 février, sur le visage de Ramsès II au temple d'Abou Simbel au sud d'Aswan durant environ 20 minutes, indique l'agence de presse du Moyen-Orient MENA. Ce rare phénomène astronomique apparaît 2 fois par an, le 22 février et le 22 octobre, et dure de 20 à 25 minutes, ce qui démontre les progrès scientifiques des anciens Égyptiens, notamment dans le domaine d'astronomie. Le phénomène de la tombée perpendiculaire du Soleil intervenait le 21 février et le 21 octobre, mais cela a changé depuis 1964 avec le transfert du temple d'Abou Simbel et son emplacement d'origine à un nouvel emplacement dans le cadre du projet de sauvetage des monuments de Nubie. Dès lors, les dates ont changé pour devenir le 22 février et le 22 octobre de chaque année. Le site CNN Travel a choisi l'Égypte comme l'une des destinations touristiques à visiter actuellement dans le monde malgré le coronavirus. CNN Travel a cité les différents sites touristiques en Égypte qui regorgent de potentiel touristique et archéologique, dont les pyramides de Gizeh, les musées, les stations balnéaires luxueuses et les lieux de plongée. Le point avec Dalia Karam. Le site CNN Travel a choisi l'Égypte comme l'une des destinations touristiques à visiter actuellement dans le monde malgré le coronavirus dans le cadre de l'initiative Unlocking the World lancée par le site à l'intention de ses lecteurs, affirme l'agence de presse MENA. Sous le titre « Voyager à destination de l'Égypte pendant le Covid-19, ce que vous devez connaître avant d'y aller », le site a mentionné tout ce que devrait connaître un touriste sur le pays avant de s'y rendre, notamment les consignes de voyage établies par le gouvernement égyptien, les mesures préventives et les normes de sécurité sanitaire appliquées dans les installations hôtelières et touristiques, dans les musées et les sites archéologiques, de même qu'il a évoqué le sérieux dans l'application de ces mesures. CNN Travel a cité les différents sites touristiques en Égypte qui regorgent de potentiel touristique et archéologique, dont les pyramides de Gizeh, les musées, les stations balnéaires luxueuses, les lieux de plongée jugés parmi les meilleurs au monde en mer Rouge et les plages ensoleillées. Plusieurs liens ont été mis en ligne par CNN Travel sur lesquels les sites touristiques égyptiens sont montrés en détail. Le journal britannique The Telegraph avait lui aussi choisi l'Égypte comme meilleure destination touristique après la levée du confinement au Royaume-Uni, alors que le site TripAdvisor avait élu l'Alexandrie l'une des meilleures destinations populaires en 2021, ainsi que les villes du Caire et d'Hurghada pour 2020.
Des scientifiques égyptiens ont établi, grâce à l'apport d'images en 3 dimensions, que Sernan Ra, qui a régné il y a 3600 ans, a été tué au combat. Un commentaire. Établi qu'un pharaon était mort au combat après avoir passé au rayon X sa momie vieille de plus de 3600 ans. Sékénenréta II, surnommé le courageux, a régné sur l'Égypte près de 1600 ans avant notre ère, durant la 17e dynastie, soit de 1625 avant Jésus-Christ à 1549. Il a notamment dirigé les troupes égyptiennes contre les envahisseurs asiatiques Hyksos, qui sont connus pour avoir été les premiers étrangers à conquérir le delta du Nil. S'appuyant notamment sur des images en 3 dimensions, l'étude menée par l'archéologue Zahi Hawass et la professeure de radiologie à l'université du Caire, Sahar Salim, suggère que le pharaon a été tué par 6 adversaires lors d'une cérémonie d'exécution après avoir été fait prisonnier sur le champ de bataille. L'analyse des armes ayant appartenu aux Hyksos, qui possédaient des haches, des lances et des poignards, a indiqué leur compatibilité avec les blessures de la momie et de nouvelles contusions jusqu'alors dissimulées par le travail des embaumeurs ont été découvertes, a indiqué un communiqué du ministère égyptien des Antiquités. Grâce à l'étude attentive de son ossature, les scientifiques égyptiens ont estimé qu'il était âgé de 40 ans au moment de son décès. Depuis des décennies, les chercheurs ont tenté de déterminer les circonstances du décès de ce roi, dont la momie découverte à la fin du 19e siècle et conservée au Caire porte des marques visibles de blessures au visage, employant dès les années 1960 l'imagerie médicale sur sa dépouille. Selon différentes théories, le pharaon a été tué par le roi des Hyksos lui-même ou assassiné dans son sommeil par des conspirateurs. D'autres suggèrent que le piètre état dans lequel se trouve la momie pourrait indiquer qu'il a été embaumé à la hâte, loin de l'atelier royal de momification. Mesdames et messieurs, fin de cette transmission en langue française et qui reprend à 18h locale et également fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée. Au revoir.